Hi, everyone. I will be watching the room to let more people in as they arrive. But at first, I wanted to welcome you all. I'm Susan McLean, the Associate Director of Advancement here at SYA. Thanks so much for joining us for our first faculty class of the year. I am delighted to first pass over the introduction to Mina Kadir, who is our Resident Director at SYA France. Mina started with SYA back in 2015 as our college counselor and then assumed the role of Dean of Students, and in 2018 was appointed Resident Director. So, Mina, I will pass it over in just a second, just a few housekeeping things. If you have any questions during the conversation during class, please raise your hand or use the chat feature. And when you're not engaged in conversation, please keep your audio muted just so that there isn't any background noise. So enjoy class. Take it away, Mina. Merci beaucoup, Suzanne, pour l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc Mina Kadir, directrice de l'école américaine de Rennes. Avant de vous présenter Joanne Duchesne, je voulais vous donner un aperçu du déroulement de l'école depuis la rentrée de septembre. Donc, cette année, nous avons 58 élèves avec nous à Rennes. C'est un superbe groupe. Ils sont très travailleurs, consciencieux et en bonus, ils sont très sympathiques. Nous avons donc commencé début septembre par notre unité d'immersion. Puis, les élèves ont eu à peu près 2 mois de cours. Ensuite, nous sommes allés à Bordeaux pendant une semaine dans le cadre de notre voyage académique. Les élèves ont eu une petite semaine de repos, de vacances bien méritées. Puis, nous avons repris les cours il y a maintenant déjà une semaine et demie. Alors demain, je vous donne un exemple de ce qui se passe au jour le jour. Demain, les élèves passeront la journée au lycée Jean Massé, qui est le lycée français juste à côté de l'école. Ils seront jumelés avec un élève ou une élève française qu'ils vont suivre toute la journée. Alors, certains avaient déjà hâte d'être à demain et puis d'autres étaient un petit peu inquiets de passer une journée entière avec un élève français dans un lycée français. Donc, on verra vendredi. Je pense que les retours seront intéressants. La semaine prochaine, encore une fois, pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe à l'école, la semaine prochaine, nous irons au lycée hôtelier de Dinard pour une autre journée à l'extérieur. Donc, ce sont des journées qu'on appelle les journées fieldwork. Donc, c'est toujours une journée sur le terrain avec un travail à faire sur le terrain. Alors, cette fois-ci, ce sera un lycée différent. Le lycée de Dinard est un lycée donc hôtelier, un lycée professionnel. Donc, ils vont découvrir un autre type d'école. La semaine d'après, nous serons au Mont-Saint-Michel. Donc voilà, je pourrais continuer un petit peu dans le calendrier et vous dire ce qu'ils font presque toutes les semaines, mais voilà, pour vous donner un aperçu global de ce qui se passe à l'école depuis le mois de septembre. Les élèves sont donc très occupés par leurs 6 cours. Et en tant que directrice, je dois dire que je suis ravie de suivre leur progrès au jour le jour. Et je suis heureuse de travailler avec une équipe qui, au quotidien, accompagne nos élèves. Ce qui m'amène à vous présenter donc Joanne Duchesne. Joanne est avec nous depuis septembre. Il est tout nouveau. Il est là depuis quelques mois. Il enseigne le cours de sciences politiques et le cours de français par l'expérience. Joanne a une licence en histoire, une licence en géographie. Il a un bachelor en aménagement urbain et il a été formé à la méthode coopérative et à travailler sur des questions comme les systèmes scolaires, le rapport entre la salle de classe, l'élève et l'enseignant et l'expression de soi. Donc, je vais lui laisser la parole ce soir, tout de suite, sur la question brûlante de la culture, de la contestation en France. Merci, Joanne. À toi. Merci beaucoup, Mina. Alors, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce cours que je vais donner aujourd'hui, que j'ai vraiment la chance de donner sur les manifestations, sur ce sujet
sur un sujet très intéressant, sur un sujet brûlant et qui intéresse beaucoup, je pense, les Américains. Donc, chez vous, je pense que c'est l'après-midi, il est 15 heures, donc nous, il fait nuit en ce moment à Rennes. Et donc, voilà, j'ai vraiment le plaisir de vous retrouver ce soir. Et aujourd'hui, on va parler vraiment on va questionner le fait qu'il y a peut-être une culture de la contestation. Ah, voilà, donc, Culture of Protest in France. Donc, ça sera vraiment notre fil rouge ce soir et ou cet après-midi, selon l'horaire, selon le décalage horaire. Et donc, en fait, cette question-là, elle est extrêmement importante et elle revient vraiment, en fait, euh, dans en fait, notre programme ici à SYF Friends, puisque ça c'est arrivé en fait qu'il y a eu un fieldwork qui en fait avait pour sujet les manifestations et donc l'étude en fait des manifestations et donc on a eu en fait nos élèves donc c'était avec l'ancien professeur et donc c'était j'ai pu regarder ça, c'était vraiment très intéressant. Ils ont pu se rendre sur le terrain, observer une manifestation et revenir derrière ensuite faire des pancartes sur en fait ce qu'ils ont pu observer. Et donc, c'est un sujet que je souhaite aussi aborder dans mon cours de sciences politiques au deuxième semestre donc pour mes élèves. Et c'est vraiment ce que je développe aussi ce soir pour vous, pour des anciens élèves ou des parents, donc ici pour SYA. Donc, je vais tout de suite partager mon écran pour hop, vous montrer voilà, ce cours, hein, cette culture de la contestation en France. Et là, on va vraiment s'intéresser donc à une analyse des manières de protester. Et voilà, comme a pu le dire Madame Kadir, je suis professeur donc, de sciences politiques et aussi professeur de français par l'expérience. Alors, concrètement, si on s'appuie sur ce qu'on appelle les current events, donc vraiment par rapport à ce sujet, sur les manifestations en France, sur l'idée de protester, eh bien, on peut se poser la question, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'il se passe ce genre de choses en France en ce moment? Eh bien, la réponse est oui, puisque nous avons en ce moment, et puis il y a seulement à peine 3 jours, en fait, à Paris, des manifestations contre l'antisémitisme. Hein. Vous savez, sans doute, l'antisémitisme, c'est la haine des Juifs, hein, c'est évidemment en rapport avec ce qu'il se passe donc au niveau de la bande de Gaza, ce qui se passe au niveau du Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, avec les bombardements et avec les attaques terroristes. Donc, c'est vraiment très complexe, mais on a déjà des manifestations, et donc il y a seulement 3 jours qui ont eu lieu par rapport à ce phénomène international. Alors, nous allons voir 3 temps et je souhaiterais développer avec vous 3 temps importants pour cette question que l'on pourrait poser d'une culture de la contestation en France par rapport aussi aux manifestations. Et je souhaiterais d'abord que l'on parle des facteurs historiques en fait qui peuvent nous faire penser à une culture de la contestation. Et donc, pour cela, je pense qu'il est important de faire un petit tour sur les définitions. Alors, d'abord, on utilise souvent aux États-Unis la notion de protest. En France, très clairement, le vocabulaire vraiment utilisé, le mot utilisé, c'est le terme manifestation. Hein, on parle vraiment de manifestation. Au niveau familier, on peut dire parfois manif, vraiment, ça arrive évidemment, mais la manifestation, qu'est-ce que c'est? C'est une action collective. On est vraiment sur une idée d'une action de groupe et qui est public. Donc, ça veut dire qu'on est sur de l'expression, on est sur l'idée de manifester, voilà, si on se forme sur le verbe en français. Et donc, c'est vraiment le terme qui est vraiment utilisé, beaucoup plus que la notion de protestation, que j'ai mis juste en dessous. La notion de protestation, c'est plutôt en réalité pour l'analyse, donc on l'utilise plutôt pour l'analyse, et dans le mot protestation, c'est un terme qui fait plus penser à une violence ou en tout cas une colère en fait qu'on va chercher à ressortir. Donc le terme manifestation, on utilise vraiment beaucoup en France pour parler de ça, il est plus intéressant et peut-être un peu plus neutre que celui de protestation, où là on va vraiment être dans une idée de colère peut-être et aussi de vouloir montrer, pas forcément dans le sens pacifique.
manifestation peut être évidemment pacifique. Ensuite, et toujours sur la question des définitions, on a aussi l'idée de revendication. Les revendications, c'est le cœur en fait d'une manifestation. Il faut avoir des revendications qui peuvent être politiques, qui peuvent être économiques, qui peuvent être aussi sociales. Et pour cela, ben, voilà, on a besoin d'une raison, on a besoin d'un déclencheur, et c'est ce qui permet ensuite l'acte, donc ce qu'on vient de voir, de manifester. Donc, aller, on peut dire très familièrement, aller en manif, et ça se dit évidemment dans plusieurs milieux et même plusieurs classes sociales. Ensuite, on a un autre type de protestation, et c'est là que c'est important de comprendre la différence. On peut avoir des manières de protester qui sont intéressantes, et la manifestation est une possibilité. La grève, c'est l'arrêt de travailler, en fait, tout simplement. C'est un arrêt de travail qui est encadré par la loi, et la grève, c'est quelque chose de différent, mais que je trouvais vraiment intéressant ici de développer, puisque c'est un moyen de faire entendre ces idées, de faire entendre aussi les problèmes, de faire entendre les demands, les revendications. C'est très important. Par rapport à ça, vous avez aussi la question de la rue, et ça, vraiment, je trouve ça très important d'en parler, puisqu'il y a un espace, en fait. Dedans, c'est l'espace de la contestation. La rue est l'espace de la contestation. Et par rapport à ça, vous avez une photo que je vous ai mis, qui est une photo qui a eu lieu, et on en parlera juste après, de la manifestation contre la réforme des retraites. Et cette photo de mars 2023, hein, qui est assez récente, voilà, elle vous montre la rue, elle vous montre des rues de Rennes où il y a eu lieu, où il y a eu en fait une manifestation, et la rue est vraiment l'espace de la contestation. Vraiment en France, hein, sortir dans la rue pour protester, pour manifester, c'est quelque chose qui est vraiment commun, ou en tout cas qui peut se faire assez facilement. Et ça, je trouve ça important de le noter. Ensuite, je peux le dire aussi, manifester est un droit, donc manifester entre forcément dans un cadre légal. Voilà pour cette réflexion sur les définitions. Et toujours pour réfléchir un petit peu sur commencer à réfléchir sur les facteurs historiques, eh bien, vous avez l'origine du mot grève que l'on vient juste d'évoquer. Le mot grève, eh bien, il vient d'une place, la place de l'Hôtel de Ville, l'esplanade de la Libération à Paris. Et cette place de l'Hôtel de Ville, elle était connue pour, en fait, les graviers, donc gravel. Donc, il y avait beaucoup de graviers, et donc par rapport à ça, on a appelé cette place place de grève. Et donc, concrètement, pourquoi? Parce qu'on avait, donc là, vous avez juste une estampe, hein, le mot c'est engraving en anglais, donc une estampe, c'est en fait quelque chose qui est imprimé, voilà, sur en fait, voilà, une sorte de pierre, voilà, et donc c'est vraiment engraving, hein, une estampe, et donc là, vous avez un bon exemple, hein, de la place de grève à Paris, sur ses origines historiques. Et pourquoi on a appelé ensuite, ce mot grève a été repris ensuite pour parler d'un arrêt en fait de travail, mais volontaire, hein, pour contester quelque chose qu'on juge par exemple injuste. Eh bien, l'idée de place en fait de grève, ça s'est développé parce que, et ça a été repris après, parce que vous aviez beaucoup de personnes qui se rassemblaient sur cette place. Et le fait qu'il y ait énormément de personnes qui se rassemblaient sur cette place, qui est quand même aujourd'hui, qui est la place en fait de l'Hôtel de Ville, donc c'est un lieu historique, c'est un lieu symbolique, et donc par rapport à ça, on a repris ensuite, voilà, dans le vocabulaire, le mot grève par rapport à ce lieu de rassemblement. Vous avez ici une photo de cette place de l'Hôtel de Ville, voilà, aujourd'hui, dans la ville, bien sûr, de Paris. Ensuite, pour poursuivre sur la question des facteurs historiques qui peuvent nous faire penser à une culture de la contestation en France, eh bien, vous avez l'exemple des révoltes paysannes. Les révoltes paysannes, et de cet exemple, ce qu'on a appelé en 1358, donc au XIVe siècle, 14th century, donc là, on avait une révolte de paysans
donc très connue, en tout cas dans l'histoire de France, c'est la Grande Jacquerie de 1358. Et cette Grande Jacquerie, c'est une révolte paysanne. C'est une révolte paysanne qui, en fait, a pris son origine en fait de l'enfermement et en fait d'une sorte de haine, ou en tout cas d'un rejet des nobles, de ceux qui possédaient et aussi de ceux qui, par leur naissance, en fait, avaient des avantages, ce qu'on appelle des privilèges. Et par rapport à tous ces privilèges, en fait, est née une révolte. Sont nées en fait une série de révoltes en France en 1358, et cette série de révoltes qui a été fortement réprimée, d'accord. Ça s'est soldé par beaucoup, enfin en tout cas la mise à mort des leaders. Et voilà, pour vraiment réfléchir aujourd'hui, quand on parle de manifestation, c'est intéressant vraiment de réfléchir un peu à tout ce qui peut expliquer une culture de la contestation. Et cet exemple-là des révoltes paysannes, en fait, du peuple, en quelque sorte, contre des puissants. Et donc, vous avez déjà, en fait, cette réflexion-là qui était là à l'époque et même avant le Moyen-Âge, le Middle Ages, il y avait déjà cette réflexion-là, ou en tout cas ce rapport entre le peuple qui se révolte et puis contre quelque chose de supérieur, contre un ordre, contre des richesses, contre les puissants. Voilà. Donc là, on était vraiment sur ce point-là, en tout cas sur ce qu'on appelle une jacquerie. Et ensuite, c'est resté, même chose que le mot grève dans le vocabulaire, évidemment. Ensuite, je voulais voir avec vous quelques exemples de protestations en France. Donc là, une fois qu'on a vu quelques exemples en fait historiques qui peuvent nous faire un petit peu penser à cette culture de la protestation en France, au fait que oui, c'est vrai que quand on regarde sur le plan, quand peut-être on vient d'un pays où, voilà, quand on regarde aussi la presse étrangère, il y a cette idée assez importante que la France, en fait, on peut manifester assez facilement. Eh bien, je voulais ici vous mettre dans une deuxième partie quelques exemples de protestations en France. Et on va commencer par une Bretonne, puisque évidemment le campus de SYA France est en Bretagne et situé à Rennes et donc en Bretagne. Donc, on peut forcément commencer par cette manifestation, en fait, donc de 2013, qui date de 2013, celle intitulée la manifestation des bonnets rouges. Alors, ce mouvement, puisque c'est un mouvement qui est né en Bretagne justement en octobre 2013, eh bien, il apparaît pour protester. En fait, voilà, les bonnets rouges, ce mouvement apparaît pour vraiment stopper, dire stop à en fait un certain nombre de taxes et des taxes notamment pour les poids lourds, voilà, les trucks. En fait, il y avait un système ce qu'on appelle de portique en fait les highways en fait bretonnes, et ces portiques en fait il y avait un système de taxes. Donc ça veut dire que dès que vous aviez un camion qui passait, eh bien, il y avait une taxe en fait qui passait. Le camion était enregistré par un système informatique et ensuite la taxe passait directement, était envoyée dans un système informatique et passait à l'entreprise par rapport au camion qui était passé. Et donc ça, en Bretagne, cette mesure de l'État, ça n'a pas passé. Cette mesure d'installer des portiques au niveau des 4 voies, enfin l'équivalent des autoroutes au final, si on voudrait vraiment grossir le trait, eh bien, ça n'a pas passé. Il y a aussi une deuxième raison très importante liée à ça, c'est des problèmes liés à l'industrie agricole. Donc là, c'est pareil. En fait, l'arrivée de ces deux facteurs, donc, et surtout la notion de taxe, et vous allez voir que la notion de taxe, elle est très importante pour comprendre aussi cet élan assez rapide de la protestation en France plutôt que dans d'autres pays, et ça, c'est vraiment essentiel. Et il y a aussi le bonnet, donc l'origine en fait de cette révolte, et c'est vraiment quelque chose de très important dans l'identité bretonne, les bonnets rouges, en tout cas, c'est connu pour ça. C'est dès qu'on met son bonnet rouge, en fait, c'est parce qu'on veut en colère, en fait, on n'est pas contre, on est vraiment
très, très mécontents en fait d'une mesure. Voilà. Et l'origine, en fait, elle est en fait environ, enfin, c'est 1675 à l'origine en fait des bonnets rouges. Donc ça remonte pareil en fait. Il faut regarder dans l'histoire pour comprendre ici le présent très concrètement. 1675, c'est pareil, encore une histoire de taxes, encore une histoire de taxes. Hein. Donc en 1675, il y avait la première révolte des bonnets rouges et c'était en Bretagne. Et on n'était pas dans une démocratie, c'était une monarchie. Voilà, c'était le royaume de France, mais déjà, au niveau de l'identité bretonne, pour vous dire à quel point c'est important, vous aviez déjà, hop, un mouvement de révolte, et ça s'appelait à l'époque une révolte. Aujourd'hui, enfin, en 2013 en tout cas, on n'a pas parlé de révolte, hein, on a plutôt parlé, voilà, de manifestation, et vu comme c'était quelque chose d'organisé, je pense que vous le voyez sur la photo, on était vraiment sur quelque chose de structuré, d'organisé. C'est pour ça qu'on parle de mouvement, et c'est ça qui est intéressant. Eh bien, le bonnet fait penser tout de suite à l'identité et rappelle en fait cette révolte fiscale, vraiment, de 1675, qui déjà en fait est quelque chose d'assez important au niveau historique pour la Bretagne. Ensuite, une autre crise qui a également fait parler d'elle et dont on a beaucoup parlé dans la presse internationale et européenne indirectement, forcément, c'est la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, et j'ai gardé le mot crise parce que pour l'État, pour le gouvernement, ce mouvement qui a commencé en 2018, vous avez le premier repère 2013, la manifestation des bonnets rouges contre des taxes. Deuxième repère, la crise des Gilets jaunes qui a commencé en 2018. Eh bien, en 2018, il y a eu, voilà, pareil, une hausse des prix du carburant. Donc là, vraiment, cette hausse des prix du carburant décidée par l'État, décidée aussi par l'état de la situation économique dans le monde en 2018. Mais cette hausse des prix du carburant a entraîné un mouvement, en fait, très rapide et qui s'est, en tout cas, structuré d'une certaine manière, en tout cas. On parle aussi de mouvement pour la crise des Gilets jaunes. Et ces Gilets jaunes, ce sont souvent des personnes qui, en tout cas pour une bonne partie, voyaient dans cette hausse des prix du carburant un problème, vraiment un problème par rapport à leur vie quotidienne. C'est-à-dire que pour leur vie quotidienne, il n'aurait sans doute pas été possible, et dans les articles, dans tout ce qui est sorti en fait en 2018, dans les interviews télévisées, ou même ce que vous avez pu entendre à la radio, c'est quelque chose qui est énormément revenu. Et puis, vraiment, on est sur cette hausse des prix du carburant je dirais à l'époque, mais c'était en 2018, donc il n'y a pas très longtemps, qui a fait un peu exploser la France dessus et sur cette problématique. Et c'est vraiment, ça s'est diffusé en fait partout, cette crise, et ça a vraiment été une crise pour l'État. Et ce mouvement des Gilets jaunes s'est poursuivi jusqu'en 2020. Il s'est quand même poursuivi jusqu'en 2020. Et pour l'État, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes a permis un recul de l'État. Ça veut dire que l'État, et ça a été aussi le cas, en fait, si vous voulez, pour la manifestation des bonnets rouges, donc en 2013, l'État a décidé de retirer les portiques. Donc il n'y a pas de portique en Bretagne pour des taxes. Il y a, pour cette crise des Gilets jaunes, eu un effort aussi de l'État, de protestation, le mouvement, voilà, d'un certain nombre de personnes dans la rue. Il y a eu aussi, pareil, l'État on va dire, est revenu sur sa décision, est revenu sur ses mesures, et ça a donc donné, en tout cas, une sorte de victoire, en tout cas, de ce mouvement, du point de vue, en tout cas, des prix du carburant. Ça, c'est vraiment une certitude. Troisième exemple, celui de la manifestation contre la réforme des retraites. Manifestation contre la réforme des retraites qui, là, est vraiment beaucoup plus récente, hein,
plus récente que ce que j'ai pu justement développer avec vous cet après-midi. C'est en fait une manifestation, enfin même plusieurs manifestations, hein, une série de manifestations qui ont commencé en 2023, donc début 2023. Et le début, puisqu'il y a toujours, vous l'avez compris, hein, un déclencheur, il y a toujours quelque chose qui met un petit peu le feu aux poudres, très clairement, eh bien, c'était en fait ce qui a été qualifié de passage en force de cette réforme des retraites, qui voulait en fait pousser, entre autres mesures, évidemment, mais la principale, c'est celle-ci, hein, c'est de pousser en fait l'âge de départ à la retraite, voilà, encore plus loin que le départ, et donc c'est pour ça qu'on disait voilà, donc poussé à 62 ans. Donc là, on avait vraiment une France qui a été pas autant peut-être que lors de la crise des Gilets jaunes en 2018, où là, on a vraiment eu quelque chose de global, mais de très fort. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de villes quand même en France, un grand nombre de villes en France qui ont été concernées. Et c'était pour la crise des Gilets jaunes, hein, pour les Gilets jaunes, beaucoup au niveau des ronds-points, énormément au niveau des ronds-points. Et c'était vraiment l'espace, en fait, où il y avait des blocages. Et les blocages ont permis, à ce moment-là, de couper, en fait, certains circuits économiques. Et donc, à ce moment-là, d'entraîner une pression sur l'État. Pour ce cas-là, on a eu aussi, et c'est vrai, vraiment une diffusion assez à l'échelle nationale. C'est vrai, on a quand même une diffusion à l'échelle nationale. Et son caractère, c'est aussi le fait que ça ait duré. On a vraiment eu quand même plusieurs séries de manifestations pendant plusieurs semaines en France. Et on parlait très souvent, en tout cas c'est les médias qui parlaient de ça, hein, qui disaient on a acte 1, on a l'acte 2, on a l'acte 3 en fait de la réforme des retraites, de cette manifestation, de ces manifestations contre la réforme des retraites. Et là, je vous ai mis une photo que j'ai prise en étant directement sur le terrain, donc en mars 2023, donc comme ont pu faire en fait certains élèves de SYA lorsqu'ils ont fait leur fieldwork sur les manifestations pour un petit peu comprendre comment, comment ça peut fonctionner. Et là, j'ai pris une photo d'une pancarte où on voit en fait le président au-dessus, voilà, sur en fait des lingots. Je ne sais pas si on peut normalement voir à peu près. Je vais zoomer un petit peu et on voit en fait des lingots et ici en fait des crânes. Donc c'est, je pense, déjà très significatif. Donc, ça veut dire qu'il y a un enrichissement dans le message passé par cette pancarte hein, d'une personne qui était fait par quelqu'un, c'est l'enrichissement en fait de l'État. Et ça, c'est un message, hein, bien sûr, passé. Voilà. Donc, c'était ça, je trouvais vraiment intéressant, en tout cas, de réfléchir sur voilà, ce qui était exprimé, puisqu'on est sur une manifestation. Et quand on est sur une manifestation, on s'exprime, on exprime en tout cas cette demande, ces revendications. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, avec donc, cette pancarte. Voilà, pour la réforme des retraites. Et donc, troisième et dernier temps donc de ce cours, c'est la réflexion sur la contestation. On a vu, en fait, en première partie, un certain nombre de facteurs historiques qui nous font un petit peu penser à pourquoi la France, eh bien, ça fonctionne un petit peu comme ça, il y a ces manifestations. Et puis, voilà, la deuxième partie, on a pu réfléchir sur un certain nombre de manifestations, en tout cas connues, donc notamment celle des Gilets jaunes et puis celle récente des manifestations contre la réforme des retraites, donc en 2023, hein, début 2023, et bien là, nous allons nous intéresser à la notion de contestation des mesures de l'État. Est-ce que cette contestation, c'est aussi contester l'ordre? Nous allons donc nous intéresser à ce point. D'abord, il convient de réfléchir sur l'acte de manifester. Puisque manifester, on l'a un petit peu vu, hein, c'est quand même un acte, puisque dans le mot manifestation, il y a le mot se manifester, c'est-à-dire se montrer. Donc c'est pour ça que peut parler, lorsqu'on est
en train de manifester, c'est-à-dire de descendre dans la rue, voilà, d'exprimer ses revendications, eh bien, on peut parler d'espace d'expression. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on exprime publiquement, devant tout le monde, ses revendications. C'est aussi simple que ça, en fait, et ça tient, en fait, avec ça, des manifestations. En même temps, et ça c'est très très important, au-delà d'être juste un espace d'expression personnelle puis publique, donc vous avez en fait un espace d'expression qui peut être privé, puis qui devient, qui arrive vraiment au niveau public, puisque vous êtes dans la rue, puisque vous pouvez être filmé, voilà. Et ensuite, forcément, on peut aussi parler d'espace exutoire. Alors, pourquoi un espace exutoire? Parce que les manifestations, et pas uniquement en France, c'est forcément important de le noter, les manifestations ont, au-delà du sens de je proteste contre une mesure, je proteste contre quelque chose d'injuste, elles ont quelque chose qui est très important, qui est même fondamental dans une société, dans un régime, dans un pays, c'est la possibilité d'être une sorte de, je vais dire une soupape de décompression, mais vous allez peut-être pas comprendre, mais c'est en tout cas un espace exutoire, outlet, donc c'est vraiment profiter de ce moment pour évacuer, évacuer les problèmes personnels, les problèmes économiques, les problèmes sociaux et même familiaux. Donc en fait, ce temps d'expression collective qu'est une manifestation. Et donc il y a toute une logique, il y a toute une ambiance, il y a quelque chose de particulier dans une manifestation. Ça dépend évidemment où vous vous placez. Au début, au milieu ou à la fin de ce qu'on appelle le cortège, ou en tout cas autour, vous n'aurez pas la même vision ni le même vécu d'une manifestation. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Manifester, oui, on est sur un espace quand on est dans la rue et c'est un moment et un espace d'expression. Et c'est aussi un espace exutoire. Ça veut dire que les problèmes, les pressions de tous ordres vont vraiment s'évacuer, sortir dans la rue. Et on va le voir, ça peut donner à des violences. Ce n'est pas la raison, ce n'est pas l'explication des violences, évidemment. Et d'ailleurs, ce cours ne va pas développer ce point vraiment en détail des violences, puisque c'est évidemment très complexe et il y a beaucoup de critères. Mais c'est quelque chose, en tout cas, que l'on peut garder à l'esprit. Ensuite, évidemment, donc là, la grève est aussi un autre type de protestation, mais différent, encadré, voilà. Et pareil, qu'il y a aussi un certain nombre de pressions. Et là, je vous ai mis, par exemple, un exemple du chemin, en fait, de ce qu'on appelle le tracé d'une manifestation, puisque comme une manifestation, c'est quelque chose de légal, voilà, qui est inscrit dans le droit, et donc on dépose une demande officielle, et c'est souvent accepté, ça peut, ou ça doit, ça dépend, être accepté par la préfecture, donc en fait c'est au niveau de la, c'est Justice Headquarters, je pense vraiment, c'est au niveau de la justice, l'endroit, en tout cas, le lieu en France où on a ces pouvoirs liés à la police et à la justice, la préfecture. Et là, vous avez un exemple dans une ville du nord de la France, Saint-Coran, voilà, d'un cheminement, en fait, d'une manifestation, puisque, vous le savez, évidemment, c'est quelque chose qui est encadré par la police, par les forces de l'ordre, et de toute façon aussi encadré par le droit, une manifestation. Ensuite, on retrouve évidemment la question des médias. Lorsqu'on parle des manifestations, il y a toujours en fait un retour, en tout cas une diffusion par les médias de tel ou tel événement. C'est leur rôle. C'est le rôle des médias d'informer. C'est la mission,
C'est la mission première d'un média, l'information. Ces médias, en tout cas, rien qu'au niveau français, évidemment, ont tendance, en fonction des, enfin, on va dire de leurs orientations, en fonction aussi de, en fait, d'intérêts économiques derrière et de comment ils sont financés, on peut aussi avoir tendance, et c'est totalement normal, à déformer d'une certaine manière ce qu'il se passe. Alors, ici, on a un exemple très concret de cette enquête menée en mars, où j'étais sur place et vous avez l'exemple en fait des rues de Rennes tout à l'heure. Cet exemple, vraiment, voilà, on a une photo d'une télé sur un restaurant rennais, sur la place de la République. Et la place de la République à Rennes est vraiment très connue, et c'est là que vous avez en fait voilà, beaucoup de choses. Et en tout cas, à cet endroit-là, eh bien, vous aviez une télévision donc, qui montrait une chaîne d'information, voilà, une chaîne d'information en continu. Donc, c'était BFM TV. Et ils étaient en train de montrer, en fait, ce qui se passait à Rennes. Et en même temps, ils comparaient avec Paris. Voilà, on avait cette comparaison un petit peu intéressante, mais voilà, c'est pour vous montrer en tout cas le poids des médias et qu'il arrive, et c'est leur métier en tout cas d'informer, et parfois ça arrive aussi de déformer. Je demande peut-être s'il y a des questions, et je regarde tout de suite le chat s'il y a des questions. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qui est dit. Non? Ah oui, Oui. je m'appelle Douglas, je viens de Rennes 71. Je me demande toujours, en effet, j'ai fait des manifs à Paris et dans les villes aux États-Unis pendant les années, mais je me demande toujours pourquoi il y a tant de manifs et grèves en France par rapport aux autres pays de l'Europe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus en France que dans les autres pays. Et c'est une partie du caractère des Français ou Eh pourquoi? bien, je pense que vous avez raison, hein. En plus, si vous l'avez vécu, c'est une partie. En tout cas, c'est ce que j'essaye de montrer exactement avec ce cours. C'est une sorte de culture. C'est en tout cas aussi dans le caractère des Français, mais aussi déjà d'abord en fait dans l'histoire. Ça veut dire qu'il y a en fait dès qu'il y a quelque chose qui va bloquer bloquer le caractère français du français moyen, eh bien, par exemple, des taxes, ça c'est souvent vraiment quelque chose qui revient très, très souvent, eh bien là, on va avoir des manifestations, des protestations, et on va en avoir, comme vous venez de le dire, en nombre. C'est-à-dire qu'il va y en avoir beaucoup. Il y a vraiment y en avoir beaucoup, et vraiment, c'est ça, hein. On est en France, en tout cas, sur quelque chose. Et dans la presse étrangère, dès que vous lisez la presse étrangère, vous n'avez qu'à regarder euh, El País pour l'Espagne, vous regardez certains journaux, par exemple, allemands, et vous n'avez même pas besoin en fait d'aller regarder ce qui peut se dire, par exemple, aux États-Unis. Ils vont dire déjà tous la même chose. Ça veut dire qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manifestations. Et c'est vrai. Et ça fait partie, c'est vraiment du caractère français, en tout cas de cet état d'esprit, euh, voilà, hein, de cet état d'esprit qui dit que bah, dès qu'on atteint en fait certaines libertés mentales, collectives, ou peu importe ce que vous leur donnez, mais dès qu'on atteint un certain degré, qu'on atteint en fait un petit peu comme une aiguille qu'on vient piquer, et ben, tout de suite, vous allez avoir une réaction. Et ça, vous ne l'avez pas forcément dans les autres pays. Ça passe par autre chose. On va protester, on va contester, mais on va passer par d'autres moyens et on va peut-être attendre. On va même attendre peut-être longtemps avant d'aller sur une protestation, une manifestation dans la rue. Et ça va prendre d'autres formes. Et ça peut être parfois pire. Ça veut dire que
c'est le caractère français, c'est aussi lié aux problèmes du pays, et ça c'est très important, hein. Évidemment, comme aux États-Unis, comme en Espagne, tous les problèmes, voilà, ça donne, il y a un moment où il faut que ça sorte quelque part. Et bien en France, comme vous venez de le dire, il y a ce caractère français qui fait que ça sort, en fait, clairement, sortir dans la rue, tout simplement. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Et je vois une autre question. Alors, je m'intéresse à ce sujet de la révolte comme aspect culturel de l'identité française. Est-ce qu'il y a de bons textes? Alors, des textes qui couvrent l'histoire des manifestations ou la culture de la révolte en France? Oui, absolument, il y en a. Alors, vous pouvez aller voir sur cette question-là, en tout cas, je vous inciterai à aller voir la réflexion sur, en tout cas, sur le niveau d'histoire, en tout cas, et cette idée de culture de la révolte, hein. Vous avez un très bon travail d'historien qui a été fait, donc, universitaire, qui est vraiment très bien mené sur les révoltes et sur ce qu'on appelle la notion de contestation populaire. Et ça, les contestations populaires, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et bien, vous avez, je vais le mettre, hein, ces recherches, vous pouvez aller voir cet historien, Gauthier Aubert, qui pourra vous allez regarder ses livres qu'il a pu faire en fait sur les manifestations, enfin, sur en tout cas la question historique des manifestations. Et vous avez là vraiment des choses très intéressantes pour comprendre les origines et en tout cas comment ça se passe concrètement sur cette question-là. Donc, pardon, c'est Gauthier, comment? Quel est son nom? L'auteur? Gauthier Aubert, je l'ai mis dans le chat. Ah, d'accord. OK. Je l'ai mis dans le chat, c'est Gauthier Aubert, et il a fait des choses sur la révolte en fait des bonnets rouges. Il a fait des choses sur la réflexion, en tout cas sur les contestations populaires. Et c'est vraiment des écrits très intéressants que je vous conseille pour comprendre. OK. Je ne le vois pas dans le chat, moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense que il faut que vous ouvriez. Donc, le nom, c'est Gauthier Aubert. Hop. Normalement, je l'ai envoyé dans le chat. Je ne sais pas si vous voyez. Non, je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Comment s'écrit son nom de famille? Aubert, c'est H Aubert, ou c'est A. A-U? Non, il n'y a pas de H. C'est A-U-B-E. A-U? Ouais. OK, super. Merci. Je vais mettre l'exemple. Sinon. Ah, voilà, je pense peut-être maintenant. Voilà, maintenant c'est là. Ah, ça y est, d'accord. Très Ça bien. y est, merci. Très bien. Voilà. Hop. Alors, y a-t-il d'autres questions? Et j'ai peut-être encore un petit point à faire avec vous. Peut-être qu'on parlera encore après si vous avez d'autres questions. Alors, pour terminer sur la question de la contestation, et donc lorsqu'on conteste une mesure, est-ce qu'on va contester l'ordre? Eh bien, ça serait très clairement le sujet d'un cours entier. Voilà, d'un cours entier sur l'idée d'ordre et de désordre. Très concrètement, qu'est-ce qui fait l'ordre? Qu'est-ce qui fait le désordre? Et par rapport à ça, vous avez la notion de pouvoir, vous avez évidemment, dès qu'il y a pouvoir, il y a contre-pouvoir, et puis derrière, il y a aussi les violences. Les violences, c'est une réalité. C'est une réalité. Dans les manifestations, c'est une réalité aussi parfois dans les grèves, d'accord? Donc dans des entreprises, ça arrive aussi qu'il y ait des violences qui viennent soit donc plutôt de l'entreprise, soit des ouvriers qui se mettent par exemple à se séquestrer dans des locaux. Et la violence, elle n'est pas forcément tout de suite, forcément, on va dire, physique. Elle peut aussi être matérielle, c'est-à-dire qu'on peut d'abord toucher en fait à des objets et faire des dégradations. Là, on est déjà sur une forme aussi, et on peut réfléchir à ça, de désordre. Par rapport à ces questions-là, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment derrière tout ce que j'ai pu aujourd'hui vous expliquer cet après-midi, c'est la notion de défiance. La notion de défiance par rapport
à l'autorité, par rapport à l'autorité publique. Et cette notion-là, en France, elle est forte, et dans d'autres pays, en tout cas, cette défiance vis-à-vis du politique, vis-à-vis de ce qui représente l'autorité, que ça soit des maires, que ça soit, en fait, peu importe, hein, que ça soit des maires, que ça soit des élus, par exemple des députés, ou les plus hautes sphères, vraiment du pouvoir, c'est-à-dire le niveau présidentiel, eh bien là, oui, on a une réflexion sur la défiance, mistrust, vraiment, par rapport à l'autorité publique. Ensuite, et vraiment derrière ça, on a aussi l'idée de répression. Répression de l'État, répression et violence qui vient aussi donc de l'État, mais qui vient aussi des manifestants, d'un certain nombre de manifestants. Et donc, je vous ai mis, pour terminer vraiment ce cours, une petite citation d'un préfet de police de Paris. C'est l'idée de la pratique de l'autorité est toujours une chose délicate. Voilà, quelque chose d'assez difficile, l'autorité. Elle l'est plus encore dans un régime démocratique. Oui, elle l'est encore plus dans un régime démocratique, puisque vous avez, et pas uniquement en France, hein, dans beaucoup d'autres régimes, tous, hein, la notion de liberté, les notions d'égalité, et ces notions qui sont dans le droit rendent en fait la notion d'autorité importante. Ça veut dire que comment est-ce qu'on arrive à gérer, comment est-ce que on arrive à parler après de violence, et voilà, oui, il y a des violences policières, oui, il y a des violences urbaines, voilà, dans les villes, et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort et qui est derrière. Mais cette culture de la contestation, ne l'oubliez pas, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est vrai, dans le caractère français, mais qui s'explique vraiment par des facteurs historiques très forts et qui s'explique, et je finirai vraiment là-dessus, c'est des facteurs liés à l'identité française, et qui entraîne aussi en fait tout un tas de choses, et cette un petit peu démonstration, vraiment littéralement, hein, en pensant to demonstrate, hein, c'est vraiment se montrer dans la rue, et souvent, il y a vraiment cette idée de répétition. Je vous remercie pour votre attention, et je vous demande si vous avez des questions sur le cours, sur ces manifestations, sur la France. J'avais aussi une autre question, c'est que j'avais entendu qu'il y a certains groupes qui, je ne vais pas si je veux dire voyager, mais ils apparaissent aux manifestations à travers la France avec l'intention d'inciter la violence. Et ils ne sont pas nécessairement liés au mouvement que les manifestations représentent, mais ils sont là juste pour inciter la violence. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de ça? Ou est-ce Eh que bien, vous savez quelque chose à ce sujet? Eh bien oui, je peux parler un petit peu de ça si ça vous intéresse. C'est exactement en fait ce qu'il y a derrière ces idées de violence dans les manifestations. Vous avez en fait, et ça c'est quelque chose de très important, ce que vous soulevez, donc je vous dis merci pour votre question, puisque dans une manifestation, et ça c'est essentiel, vous avez ce qu'on appelle le cortège. Donc c'est l'ensemble des personnes qui manifestent. Dans ce cortège, une bonne partie, pour ne pas dire la majorité, sont pacifiques. Ça veut dire qu'ils ne vont pas chercher la violence. Sauf que, dans certains cas, et même dans pas mal de cas, au final, dans les manifestations, surtout dans certaines villes aussi, par exemple à Paris, mais aussi dans d'autres villes, vous avez, dès qu'il y a des gros rassemblements, dès que vous avez des grands cortèges, vous avez en fait des groupes, comme vous venez de le dire, qui n'ont rien à voir avec les revendications, rien à voir. Et ils vont venir en fait faire de la violence. Juste faire de la violence. C'est le cas des Black Blocs, par exemple, très connus pour ça, groupe extrémiste,
ils sont très organisés, très, très organisés, et ce qui pose des problèmes pour, par exemple, les forces de l'ordre, en fait, pour les policiers et les personnes qui sont chargées vraiment de safety, en fait, de réussir à en fait, à les extraire, parce qu'ils se ils se dispersent très, très rapidement. Et voilà, ils viennent d'un coup, on est vraiment sur un coup, et puis ils viennent vraiment détruire, faire de la violence, et il y a certains groupes comme ça qui créent, en fait, si vous voulez, ils font vraiment, si vous voulez, tache d'huile. Ça veut dire qu'ils vont créer de la violence, et ça veut dire que sur l'ensemble du cortège, qui était une bonne partie pacifique, et ça c'est une réalité, sur l'ensemble du cortège, ensuite, dans les médias, on va dire que la manifestation a été très violente. Sauf que c'est une erreur de dire que c'est la manifestation entière qui a été violente, puisque c'est seulement une petite partie qui a créé un désordre. Voilà, pour répondre à votre question. Est-ce que je peux demander un suivi? Est-ce que ce sont les groupes qui apparaissent pour faire la violence? Ou est-ce qu'il y a la possibilité que certains manifestants veulent inviter les groupes pour faire de la publicité, si on veut, pour le mouvement? Oui, absolument. Donc, dans quelle direction? Les deux, peut-être? Alors en fait, vous avez des groupes extrémistes qui se déplacent et qui se déplacent comme ça et qui vont en fait de manifestation en manifestation et leur but c'est de créer le désordre. Ça c'est clair. Ensuite, vous avez aussi sur un deuxième plan dans le cortège, vous avez en fait des autres groupes qui sont aussi d'une catégorie, on va dire, un peu plus radicale ou extrémiste au niveau peut-être politique. Donc ça peut être soit sur le côté de l'extrême droite, soit sur le côté de l'extrême gauche. Et ces groupes politiques, ça peut être des étudiants, ça peut être des étudiants, ça peut être donc aussi d'autres travailleurs, mais par exemple, les étudiants, oui, c'est quelque chose de commun, c'est-à-dire qu'eux aussi vont inciter à la violence. Et donc, la violence répond par la violence, sachant qu'il est important de dire qu'il y a aussi, et la violence ne va pas que dans un sens, c'est-à-dire ne va pas des manifestants jusqu'aux policiers, aux forces de l'ordre, elle va aussi, et ça c'est très important, c'est un sujet très sensible, le burning issue, l'idée de la violence policière. Donc, les policiers vis-à-vis des manifestants. Il y a vraiment ces deux mouvements essentiels à comprendre dès qu'on s'intéresse à la notion de manifestation, et c'est pour ça que c'est très complexe. C'est pour ça que même avec des reportages, et là encore une étude de terrain rapidement que j'ai pu faire en mai pour observer un petit peu comment ça fonctionnait, et ce qui a pu servir pour ce cours, eh bien, c'est très complexe, même en étant là-bas, même en ayant en fait une vision un peu plus détachée, parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses et beaucoup de paramètres en fait dedans. Et voilà, mais c'est très, très intéressant, c'est vrai.